23 octobre 2025. Bruxelles. Sommet européen. 27 chefs d'État. Une table. Un silence pesant. Et un homme, seul face à tous. Emmanuel Macron. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Quelque chose que Bruxelles croyait acquis pour toujours. Quelque chose que les technocrates tenaient pour évident. La soumission de la France. Mais ils avaient oublié une chose. Une chose que l'histoire aurait dû leur enseigner. Une chose gravée dans le marbre de notre République. La France ne plie pas. Et ce qui s'est passé dans cette salle, ce 23 octobre, va changer l'Europe pour toujours. Car ce jour-là, Macron n'a pas simplement défendu une position politique. Il a incarné quelque chose de plus profond. Quelque chose qui traverse les siècles. L'esprit de résistance française. Mais pour comprendre ce moment historique, il faut remonter quelques semaines en arrière. Il faut comprendre ce qui se tramait dans les couloirs de Bruxelles. Il faut saisir l'ampleur du piège qui se refermait sur la France. Début octobre 2025. Antonio Costa, le nouveau président du Conseil européen, entreprend une tournée des capitales. Son objectif officiel. Construire l'unité entre les 27 États membres. Écouter. Dialoguer. Rassembler. Mais derrière les sourires diplomatiques se cache une toute autre réalité. Car cette tournée n'est pas un dialogue. C'est une mise en ordre. Une tentative de faire rentrer tous les États dans le rang. D'imposer une ligne unique. Une pensée unique. Et quand Costa arrive à Paris, il découvre quelque chose qu'il n'attendait pas. Un mur. Car Macron a une vision différente. Une vision qui dérange Bruxelles. Une vision qui inquiète Berlin. Une vision qui fait trembler les certitudes des technocrates. Macron veut une Europe forte, oui. Mais une Europe qui respecte ses nations. Une Europe qui ne sacrifie pas ses agriculteurs sur l'autel de normes irréalistes. Une Europe qui ne détruit pas son industrie au nom d'une idéologie déconnectée du réel. Et surtout, Macron veut une chose que Bruxelles déteste par-dessus tout. Il veut que la France reste la France. Mais qui est vraiment Emmanuel Macron? Pour comprendre ce qui va se jouer à Bruxelles, il faut comprendre l'héritage qu'il porte. Car ce qui se passe en 2025 n'est pas nouveau. C'est la répétition d'un scénario que la France a déjà joué. Encore et encore. 1965. Crise de la chaise vide. Le général de Gaulle, président de la République française, refuse que Bruxelles impose ses décisions à France. Il boycotte les institutions européennes pendant 6 mois. 6 mois où la France laisse sa chaise vide. Et Bruxelles cède. Car Bruxelles comprend alors ce qu'elle semble avoir oublié aujourd'hui. Sans la France, il n'y a pas d'Europe. Sans la voix de la France, l'Europe n'est qu'une coquille vide. Une bureaucratie sans âme. 1966. De Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN. Le monde entier crie au scandale. Washington est furieux. Les Alliés sont choqués. On parle de trahison. D'isolement. De folie. Mais De Gaulle ne cède pas. Car pour lui, la souveraineté n'est pas négociable. La grandeur de la France n'est pas à vendre. L'indépendance nationale n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. 2003. Jacques Chirac refuse de suivre les États-Unis dans la guerre en Irak. Dominique de Villepin prononce à l'ONU un discours qui restera dans l'histoire. Un discours où la France, seule contre presque tous ses alliés, dit non. Non à la guerre. Non au mensonge. Non à la soumission. Et l'histoire lui donnera raison. Voilà l'héritage que porte Macron. Voilà le poids qui repose sur ses épaules ce 23 octobre 2025. Car ce jour-là, il ne représente pas seulement un gouvernement. Il incarne une idée. Une idée qui traverse les siècles depuis 1789. L'idée que la France ne plie pas. Mais revenons à Bruxelles. Au sommet du 23 octobre. Car ce qui se prépare dans les couloirs est explosif. Et personne ne le sait encore. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a un plan. Un plan ambitieux. Un plan qui doit transformer l'Europe en puissance militaire et économique indépendante. Un plan qui sonne bien sur le papier. Pour cela, elle a besoin de plusieurs choses. Elle a besoin d'argent.
Beaucoup d'argent. 140 milliards d'euros d'actifs russes gelés qu'elle veut utiliser pour financer l'Ukraine. 2 milliards d'euros pour acheter des drones. Des milliards supplémentaires pour renforcer la défense européenne. Elle a besoin aussi de réformes. Des réformes climatiques accélérées. Des normes plus strictes pour l'agriculture. Des règles plus contraignantes pour l'industrie. Des sacrifices, toujours plus de sacrifices. Et elle a besoin d'une chose essentielle. Que personne ne s'oppose. Que tous les États membres hochent la tête docilement. Que l'unité européenne soit préservée à tout prix. Surtout pas la France. Car la France, avec son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, avec sa force nucléaire, avec son poids historique, avec sa tradition d'indépendance, la France a un pouvoir que les autres n'ont pas. Le pouvoir de dire non. Et c'est exactement ce que Macron s'apprête à faire. 22 octobre. Veille du sommet. Macron rencontre Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Ils discutent pendant des heures. Mais ils ne trouvent pas de terrain d'entente. Car leurs visions sont incompatibles. L'Allemagne veut accélérer. L'Allemagne veut des sanctions plus dures contre la Russie. L'Allemagne veut des réformes plus rapides. L'Allemagne veut montrer qu'elle a changé, qu'elle n'est plus dépendante du gaz russe, qu'elle est devenue vertueuse. Mais Macron pose une question simple. Une question que personne à Bruxelles ne veut entendre. Une question qui dérange. À quel prix? À quel prix pour les agriculteurs français qui manifestent déjà dans les rues? À quel prix pour l'industrie française qui peine à rester compétitive face à la Chine et aux États-Unis? À quel prix pour les Français qui voient leurs factures d'énergie exploser? À quel prix pour les ouvriers qui perdent leur emploi? Et surtout, à quel prix pour la souveraineté française? Car Macron voit ce que les autres refusent de voir. Il voit que derrière les beaux discours sur l'unité européenne se cache une réalité plus sombre. Une réalité où Bruxelles veut centraliser le pouvoir. Une réalité où les nations deviennent des provinces. Une réalité où la France ne serait plus qu'un État parmi d'autres, sans voix, sans poids, sans âme. Et cela, Macron ne peut pas l'accepter. 23 octobre. Matin. Le sommet commence. Les 27 chefs d'État prennent place autour de la table. Antonio Costa ouvre la séance. Il parle d'unité. Il parle de solidarité. Il parle de l'importance de rester soudés face aux défis. Les mots sont beaux. Les intentions semblent nobles. Puis Ursula von der Leyen prend la parole. Elle présente son plan. Un plan détaillé. Un plan chiffré. Un plan qui semble parfait sur le papier. 140 milliards pour l'Ukraine. 2 milliards pour les drones. Des réformes climatiques accélérées. Une défense européenne renforcée. L'autonomie stratégique enfin réalisée. Mais Macron écoute. Et plus il écoute, plus il comprend. Plus il voit clair dans le jeu. Ce plan n'est pas un plan pour l'Europe. C'est un plan pour Bruxelles. C'est un plan qui renforce les institutions au détriment des nations. C'est un plan qui sacrifie le présent pour un futur hypothétique. C'est un plan qui ignore les réalités du terrain. Et quand von der Leyen termine sa présentation, quand elle demande l'approbation des 27, quand elle attend que tous hochent la tête comme prévu, Macron lève la main. Et il dit un mot. Un seul mot. Mais un mot qui va tout changer. Un mot qui va faire trembler Bruxelles. Non. Le silence qui suit est assourdissant. Car personne ne s'attendait à cela. Personne ne pensait que Macron irait aussi loin. Personne n'imaginait qu'il oserait briser le consensus. Von der Leyen le regarde, incrédule. Costa semble déstabilisé. Les autres chefs d'État échangent des regards inquiets. Certains approuvent discrètement. D'autres sont furieux. Mais tous comprennent une chose. Quelque chose vient de basculer. Et Macron commence à parler. Il parle calmement. Posément. Mais avec une détermination qui glace la salle. Avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Il dit que la France soutient l'Ukraine. Que la France croit en l'Europe. Que la France veut une défense européenne forte. Que la France est prête à faire des efforts. Mais il dit aussi que la France ne sacrifiera pas ses agriculteurs. Que la France ne détruira pas son industrie. Que la France ne renoncera pas à sa souveraineté.
que la France ne deviendra pas une simple province de l'empire technocratique de Bruxelles. Et il prononce une phrase. Une phrase qui va faire le tour de l'Europe. Une phrase que les médias vont répéter pendant des semaines. Une phrase qui va devenir un symbole. Nous devons resynchroniser notre Europe avec le reste du monde. Resynchroniser. Ce mot n'est pas choisi au hasard. Car ce que Macron dit, c'est que l'Europe de Bruxelles est déconnectée. Déconnectée des réalités économiques. Déconnectée des préoccupations des citoyens. Déconnectée du monde tel qu'il est vraiment. Et que cette déconnexion est dangereuse. Mortelle même. Mais Macron ne s'arrête pas là. Car il sait que ce n'est pas suffisant de dire non. Il faut expliquer pourquoi. Il faut montrer l'absurdité du système. Il faut dévoiler les contradictions. Et il explique. Avec des chiffres. Avec des faits. Avec une logique implacable. Il explique que les normes climatiques que Bruxelles veut imposer vont coûter des centaines de milliers d'emplois en France. Il explique que les sanctions contre la Russie ont déjà fait plus de mal à l'Europe qu'à Moscou. Il explique que l'Europe ne peut pas se permettre de perdre sa compétitivité face à la Chine et aux États-Unis pendant que nous imposons des règles que personne d'autre ne respecte. Et il pose une question. Une question simple mais dévastatrice. Une question qui résonne comme un coup de tonnerre. Qui va payer? Qui va payer les 140 milliards d'euros pour l'Ukraine? Qui va payer les 2 milliards pour les drones? Qui va payer les réformes climatiques? Qui va payer la transition énergétique? Qui va payer la défense européenne? Les contribuables français. Les agriculteurs français. Les ouvriers français. Les classes moyennes françaises qui croulent déjà sous les impôts? Et pourquoi? Pour satisfaire l'ego de Bruxelles? Pour permettre à von der Leyen de jouer les grandes stratèges? Pour que l'Allemagne puisse se racheter une conscience après des années de dépendance au gaz russe? Pour que les pays de l'Est puissent recevoir des subventions sans contrepartie? Non. La France ne paiera pas ce prix. Plus maintenant. Plus jamais. La tension dans la salle est palpable. On pourrait couper l'air au couteau. Certains chefs d'État approuvent discrètement, soulagés que quelqu'un ose enfin dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. D'autres sont furieux, scandalisés par cette rupture du consensus. L'Allemagne est glaciale. Les pays de l'Est sont inquiets. Les petits pays regardent la France avec un mélange d'admiration et de peur. Car ils savent tous une chose. Si la France dit non, le plan de Bruxelles s'effondre. Sans la France, il n'y a pas de majorité. Sans la France, il n'y a pas de légitimité. Sans la France, il n'y a pas d'Europe. Von der Leyen tente de reprendre la main. Elle parle de solidarité européenne. Elle parle de l'importance de rester unis face à la Russie. Elle parle des valeurs européennes. Elle parle de l'histoire. Elle parle de la paix. Mais Macron ne se laisse pas impressionner. Car il sait quelque chose que von der Leyen refuse d'admettre. Il sait que la Russie n'a aucun intérêt à attaquer l'OTAN. Il sait que la rhétorique guerrière de Bruxelles ne sert qu'à justifier des budgets militaires toujours plus importants. Il sait que derrière les beaux discours se cachent des intérêts industriels. Les intérêts de l'industrie de l'armement. Les intérêts des lobbies. Les intérêts de ceux qui profitent de la peur. Les intérêts de ceux qui veulent transformer l'Europe en forteresse assiégée pour mieux contrôler les peuples. Et Macron refuse de jouer ce jeu. Il refuse d'être complice de cette manipulation. Il refuse de sacrifier la France sur l'autel de l'idéologie. Mais il y a autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui touche à l'identité même de la France. À son âme. Car ce que Macron défend ce jour-là, ce n'est pas seulement une position politique. C'est une vision de l'Europe. Une vision où les nations ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des richesses à préserver. Une vision où la diversité n'est pas un problème, mais une force. Une vision où chaque peuple garde son identité, sa culture, sa souveraineté. Et cette vision s'oppose frontalement à celle de Bruxelles. Car Bruxelles rêve d'une Europe uniforme. D'une Europe où tout le monde pense pareil, agit pareil, obéit pareil. D'une Europe où les décisions sont prises par des technocrates non élus, loin des peuples, loin des réalités, loin de la démocratie. D'une Europe où les nations disparaissent au profit d'un super-État centralisé. Mais cette Europe-là, la France la refuse depuis toujours. De Gaulle la refusait.
Mitterrand la refusait. Chirac la refusait. Et aujourd'hui, Macron la refuse. Car la France n'est pas un pays comme les autres. La France est le pays de la Révolution. Le pays qui a inventé les droits de l'homme. Le pays qui a dit non au roi, non aux empereurs, non aux dictateurs. Le pays qui a toujours choisi la liberté plutôt que la soumission. Et aujourd'hui, la France dit non à Bruxelles. L'après-midi avance. Les discussions se poursuivent. Mais rien ne bouge. Car Macron ne cède pas. Et sans la France, rien ne peut se faire. Le plan de von der Leyen est bloqué. L'unité européenne est brisée. Le consensus est mort. Certains pays tentent de trouver un compromis. Ils proposent des aménagements. Des délais. Des exceptions. Des clauses de sauvegarde. Mais Macron sait que ce n'est pas suffisant. Car le problème n'est pas dans les détails. Le problème est dans la philosophie même du projet. Et il le dit clairement. Sans détour. Sans langue de bois. Nous ne pouvons pas construire l'Europe contre les peuples. Nous ne pouvons pas imposer des réformes que les citoyens rejettent. Nous ne pouvons pas sacrifier le présent pour un futur incertain. Nous ne pouvons pas détruire nos économies au nom d'une idéologie. Et il ajoute quelque chose qui fait frémir Bruxelles. Quelque chose qui résonne comme un avertissement. Si l'Europe continue sur cette voie, elle ne renforcera pas l'unité. Elle créera la division. Elle alimentera le populisme. Elle détruira le projet européen de l'intérieur. Car Macron sait ce que les technocrates de Bruxelles refusent de voir. Il sait que partout en Europe, les peuples se rebellent. Que les partis populistes montent. Que la confiance dans les institutions européennes s'effondre. Que le fossé entre les élites et les citoyens se creuse chaque jour davantage. Et que si Bruxelles continue à ignorer cette réalité, l'Europe explosera. Pas dans 10 ans. Pas dans 5 ans. Bientôt. 23 octobre. Fin d'après-midi. Le sommet touche à sa fin. Et aucun accord n'a été trouvé. Pour la première fois depuis des années, un sommet européen se termine sans consensus. Sans communiqué commun. Sans victoire pour Bruxelles. Von der Leyen est furieuse. Costa est déçu. L'Allemagne parle déjà de sanctions contre la France. Les pays de l'Est menacent de bloquer d'autres dossiers. Les petits pays s'inquiètent de l'avenir de l'Union. Mais Macron reste calme. Serein même. Car il sait qu'il a gagné quelque chose de plus important qu'un accord. Quelque chose de plus précieux qu'un compromis. Il a gagné le respect. Le respect de ceux qui, en secret, pensent comme lui mais n'osent pas le dire. Le respect de ceux qui en ont assez de la dictature de Bruxelles. Le respect de ceux qui croient encore que l'Europe doit être une Europe des nations, pas une Europe des bureaucrates. Le respect de ceux qui refusent de voir leur pays transformé en province. Et quand Macron sort de la salle, quand il fait face aux journalistes, quand les caméras du monde entier se braquent sur lui, il prononce les mots que la France attendait. Les mots que des millions de Français espéraient entendre depuis des années. Notre volonté à tous, c'est d'avoir une paix robuste et durable. Nous devons réussir à créer le consensus sur la nécessité de simplifier, d'harmoniser nos règles. Il faut resynchroniser notre Europe avec le reste du monde. Des mots simples. Des mots clairs. Mais des mots qui portent un message puissant. Un message qui résonne dans toute l'Europe. La France ne se laissera pas dicter sa conduite. La France ne renoncera pas à sa souveraineté. La France restera la France. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car dans les jours qui suivent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que personne n'avait prévu. Les sondages en France montrent un soutien massif à la position de Macron. 68% des Français approuvent son refus de céder à Bruxelles. Même ses opposants politiques reconnaissent qu'il a défendu l'intérêt national. Même ceux qui le critiquent habituellement saluent son courage. Et ce soutien ne se limite pas à la France. En Italie, en Espagne, en Grèce, dans les pays qui souffrent des politiques d'austérité imposées par Bruxelles, les gens applaudissent. Car ils voient en Macron quelqu'un qui ose dire ce que pense tout bas. Quelqu'un qui ose défier le système. Quelqu'un qui ose mettre les intérêts de son peuple avant les dictats de Bruxelles. Que Bruxelles est allé trop loin. Que l'Europe doit revenir à ses fondamentaux. Que les nations doivent reprendre le contrôle.
que la souveraineté n'est pas un gros mot. Et même en Allemagne, même dans les pays de l'Est, des voix commencent à s'élever. Des voix qui disent que peut-être, Macron a raison. Que peut-être il faut ralentir. Que peut-être il faut écouter les peuples. Que peut-être l'Europe s'est perdue en chemin. Mais pourquoi cette position résonne-t-elle si fort? Pourquoi les Français, et au-delà les Européens, se reconnaissent-ils dans ce combat? Pourquoi ce moment devient-il historique? Parce que ce combat touche à quelque chose de profond. À quelque chose qui dépasse la politique. À quelque chose qui touche à l'identité. À l'âme d'un peuple. Car les Français ne sont pas un peuple comme les autres. Ils sont le peuple de la Révolution. Le peuple qui a inventé les droits de l'homme. Le peuple qui a dit non aux rois, non aux empereurs, non aux dictateurs, non aux occupants. Et aujourd'hui, ils disent non à Bruxelles. Non à une Europe qui les ignore. Non à une Europe qui les méprise. Non à une Europe qui veut les transformer en sujets dociles. Non à une Europe qui sacrifie leur avenir sur l'autel de l'idéologie. Car la France n'a jamais été docile. Et elle ne le sera jamais. Et c'est là que réside la vraie leçon de ce 23 octobre 2025. La leçon que Bruxelles doit apprendre. La leçon que l'Europe doit comprendre. La souveraineté n'est pas un mot dépassé. La nation n'est pas un concept obsolète. Les peuples ont le droit de décider de leur destin. La démocratie ne se décrète pas d'en haut, elle se construit d'en bas. Et quand un leader a le courage de défendre ses principes, même seul contre tous, il ne perd pas. Il gagne. Il gagne le respect. Il gagne la confiance. Il gagne l'histoire. Et c'est exactement ce que Macron a fait ce jour-là. Mais attention. Cette victoire n'est pas définitive. Car Bruxelles ne renoncera pas facilement. Von der Leyen prépare déjà sa revanche. L'Allemagne cherche des alliés pour isoler la France. Les lobbies font pression pour que Macron cède. Les médias mainstream tentent de minimiser l'événement. Et la bataille ne fait que commencer. Car ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir de l'Europe. C'est le choix entre deux visions. Entre l'Europe des nations et l'Europe de Bruxelles. Entre la démocratie et la technocratie. Entre la liberté et la soumission. Entre le respect des peuples et le mépris des élites. Et dans cette bataille, la France est en première ligne. Comme elle l'a toujours été. Comme elle le sera toujours. Car c'est dans l'ADN de la France. C'est son destin. C'est sa mission historique. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Que va faire Bruxelles? Que va faire Macron? Comment cette histoire va-t-elle se terminer? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine. Une chose que l'histoire a prouvée maintes fois. Une chose que Bruxelles aurait dû savoir depuis le début. On ne dicte pas sa loi à la France. On ne soumet pas la France. On ne fait pas taire la France. Car la France, c'est plus qu'un pays. C'est une idée. L'idée de la liberté. L'idée de la souveraineté. L'idée que les peuples ont le droit de décider. L'idée que la grandeur d'une nation ne se mesure pas à sa soumission, mais à sa capacité de résistance. Et cette idée, aucun ultimatum ne pourra la faire disparaître. Aucune pression ne pourra l'étouffer. Aucune menace ne pourra la briser. Car cette idée a survécu aux rois. Elle a survécu aux empereurs. Elle a survécu aux dictateurs. Elle a survécu aux occupants. Et elle survivra à Bruxelles. 23 octobre 2025. Bruxelles. Un homme seul face à 26 autres. Un homme qui porte sur ses épaules le poids de l'histoire. Un homme qui incarne l'esprit de résistance française. Et cet homme a dit non. Non à l'ultimatum. Non à la soumission. Non à la dictature de Bruxelles. Non au sacrifice de la France. Et Bruxelles s'est tue. Car Bruxelles a compris ce jour-là ce qu'elle aurait dû savoir depuis le début. Ce que l'histoire a enseigné encore et encore. Ce que De Gaulle avait déjà démontré. Ce que Chirac avait rappelé. Qu'on ne fait pas plier la France. Jamais. Cette histoire n'est pas seulement celle de Macron. C'est l'histoire de tous les Français qui refusent de se laisser dicter leur avenir.